Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez très bien et que vous êtes en train de passer un bon week-end, surtout avec les matchs, car il y en avait pas mal de grandes équipes qui jouaient en ce samedi, ce qui est d'ailleurs normal vu que cette semaine il y a les matchs de Ligue des Champions. Alors pour notre cas supporter de Madrid, bien sûr on va parler du match du Real qui s'est déplacé sur la pelouse de Elche, un match qui me semblait dès le début être piège vu comment on a galéré la saison passée contre eux. Je vous rappelle qu'on avait fait match nul chez eux, un but partout à l'aller. Et qu'au retour, si ce n'était pas un Benzema qui marque un but venu d'ailleurs dans les dernières minutes du temps additionnel pour le 2-1, on les aurait donc pas battus en aller et en retour. Du coup, je m'attendais à un match très fermé car je voyais Elche jouer en étant regroupé derrière. Donc j'étais assez pessimiste avant le début du match. Mais bon, là donc on va passer par la composition des deux équipes. Le Real était donc aligné en 4-3-3 avec Thibaut Courtois dans les buts, la défense centrale Alaba Militao. Sur les côtés, on avait une petite surprise avec la titularisation de Marcelo sur le côté gauche, Lucas Vázquez sur le côté droit. Au milieu de terrain, on avait Toni Kroos, Casemiro et Modric. En attaque donc, on avait Vinicius Junior, Rodrigo et bien sûr la grosse surprise Mariano Diaz. On s'attendait plutôt à une titularisation de Luka Jovic, mais Carlo nous annonce juste après qu'il a été un peu touché au genou et qu'il était très juste pour ce match. Côté Elche, c'était un 4-4-2 avec Kiko Casillas dans les buts. En défense centrale, on avait Enzo Rocco et Pedro Bigas. Sur les côtés, donc, on avait Palacios et Moïka. Au milieu de terrain, on avait Raúl Guti et Mascarell. Sur les côtés, donc, on avait Lucas Pérez et Fidel. En attaque, on avait Javier Pastore comme attaquant de soutien et Lucas Boye. À vrai dire, j'étais un peu surpris par la compo de Elche, que je trouvais très offensif d'ailleurs, car mine de rien, il jouait avec 4 attaquants, ce qui faisait que j'étais un peu inquiet sur le côté de Marcelo. Mais voilà, j'attendais de voir tout ça pour savoir comment ça allait se passer. Alors, on a vécu une première mi-temps très intéressante car les deux équipes jouaient avec des blocs très hauts, ce qui présageait d'ailleurs un bon match. Les joueurs de Elche nous ont beaucoup fatigués en première période avec leur quart attaquant, que ce soit sur le côté gauche où il y avait beaucoup de centres ou encore sur le côté droit avec Lucas Pérez et Javier Pastore qui se comprenaient beaucoup de par leur permutation et leur occupation des petits espaces, ce qui faisait qu'ils se sont procurés beaucoup de situations dans les 20 premières minutes, alors que pendant ce temps le Real, eux de leur côté, n'y était pas du tout. Il n'y avait aucune connexion entre les attaquants et paradoxalement le côté qui a été le plus en vue pendant ces premières minutes était celui de Rodrigo qui était tout le temps lancé en profondeur. Il a été très intéressant et a même eu à tenter quelques frappes. Malheureusement, il se blesse très tôt dans le match et fut remplacé par Asensio, mais l'équipe s'est réveillée au fil des minutes. C'était tout à fait normal car c'était une configuration de match qui les arrangeait car Elche jouait en étant très haut, ce qui faisait qu'on avait beaucoup d'espace sur la profondeur. Et petit à petit, on a donc retrouvé une équipe du Real qui commençait à développer son football. Même si pendant ce temps, Elche n'a pas levé le pied, ils ont continué à jouer à un football très offensif en mettant en exergue leurs ailiers. Ils commençaient même à se procurer des occasions franches, notamment l'occasion de Lucas Boye où Marcelo fait un peu n'importe quoi d'ailleurs, car après une mauvaise passe, il défend en allant en intérieur du jeu, oubliant son côté gauche et mettant ainsi David Alaba en difficulté. Heureusement que Courtois était là. Elche continue de pousser, mais ils vont malheureusement commettre une grosse erreur car sur une mauvaise passe, Casemiro va récupérer le ballon et trouver en profondeur Mariano qui fait une très belle talonnade à Vinicius Junior qui contrôle et frappe du gauche croisé ras de terre. Le Real donc réussit à mener le score et fut libéré par ce but car après il commençait à se procurer des occasions en étant beaucoup plus tranchant dans les attaques, mais plus le match avançait et plus Elche dominait de plus en plus le milieu de terrain et devenait de plus en plus dangereux. Ils ont eu pas mal d'occasions par la suite, notamment l'action où Pastore fait une très belle talonnade à Lucas Pérez qui manque sa frappe, ou encore la reprise de ce dernier qui passe juste au-dessus du but sur l'autre occasion. Côté Real, ils ont malgré tout par moment pu avoir la balle et le faire circuler dans la moitié de terrain adverse, mais je les trouvais toujours peu inspirés dans ce secteur, malgré qu'on se montrait très entreprenant de par la position de nos milieux de terrain, car on voyait Modric se positionner entre les deux dernières lignes défensives et Casemiro qui se projetait de temps en temps et un Kroos derrière la balle pour gérer les premières passes. Malheureusement, on avait un côté droit aussi qui proposait peu depuis l'entrée de Marco Asensio. Vinicius qui, malgré qu'il était très intéressant, ne faisait pas non plus beaucoup de différence. D'ailleurs, je trouve que Palacios l'a pas mal géré en première mi-temps. Mais bon, le match était tout de même intéressant, même si le rythme était un peu tombé juste avant la mi-temps. Donc on va rester sur ce score de 0-1 en rentrant au vestiaire. Alors, la deuxième mi-temps reprend sur le même rythme. Les joueurs de Elche poussent davantage pour marquer dans les premières minutes. Le Real recule d'un cran.
et laisse un peu le ballon à l'adversaire pour procéder en contre. Mais on a été beaucoup en difficulté en ce début de deuxième période. Limite, je voyais même qu'on avait du peine à ressortir les balles normalement. Les joueurs de Elche, eux, de leur côté, vont beaucoup pousser et se procurer plusieurs situations jusqu'à ce tacle de Raoul Guti sur Kroos à la 63e minute. Faute qui va donc être sanctionnée d'un deuxième carton jaune puis d'une exclusion. D'ailleurs, je trouve même que l'arbitre a été un tout petit peu sévère et que dans l'esprit du match, il pouvait être un peu plus clément, surtout qu'il avait beaucoup laissé jouer dans ce match. Mais bon, ça a tout de même fait les affaires du Real. Elche ne va tout de même pas baisser les bras et vont continuer à pousser malgré qu'ils étaient en infériorité numérique. Il y a même eu les rentrées de Dario Benedetto et Gérard Gambou, ce qui faisait qu'il avait toujours 3 attaquants devant et à ce moment, il montrait qu'il avait toujours de claires ambitions d'aller égaliser. Côté Real, Ancelotti a voulu donc stabiliser sa défense qui prenait peu à peu l'eau en début de deuxième mi-temps. Il fait donc rentrer Dani Carvajal et Ferland Mendy en sortant Marcelo et Lucas Vazquez. Des changements qui coïncident avec le rouge de Raoul Guti et laissaient donc présager une suite de matchs beaucoup plus calme défensivement pour le Real. Mais bon, malgré tout, le Real va à partir de ce moment contrôler presque tout le reste du match en s'installant dans la moitié de terrain de Elche et dérouler un très beau football à l'image du deuxième but de Vinicius qui survient sur une très belle action collective où Kroos trouve Modric libre de tout marquage devant la défense. Ce dernier fait un très beau mouvement en contrôlant puis servant Vinicius dans la profondeur, un peu oublié par Palacios sur ce coup. Le Brésilien continue sa course en prenant le dernier défenseur de vitesse et bat Kiko Casillas d'un petit piqué de l'extérieur. Une finition létale qui va donc permettre au Real de faire le break en menant par 2-0. Après ce deuxième but, on a donc senti une équipe de Elche qui a un peu baissé les bras sur ce coup. Le Real était donc promis à une fin de match beaucoup plus tranquille avec des opportunités d'alourdir le score. Surtout que juste après, Modric a été sorti pour être remplacé par Camavinga, de même que l'homme du match Vinicius qui était sorti pour Eden Hazard. Mais bon, c'était sans compter sur Casemiro qui à 4 minutes de la fin du match fait une boulette monumentale en faisant une mauvaise passe à l'entrée de la surface de réparation. Son ballon va être contré par Dario Benedetto. Kroos aussi sur cette action n'est pas exempt de tout reproche car il se jette un peu trop vite et rate son tacle, ce qui va permettre à Peremilla d'être en face à face avec Courtois. Une occasion qu'il ne manquera pas car il réduit donc le score dans les dernières minutes. Un but qui va donc pousser les joueurs de Elche à la révolte en fin de match. Ils vont jouer leur va-tout pour égaliser. Le Real perdit donc le contrôle du match dans les dernières minutes et se fait un peu peur dans les derniers instants, d'autant plus que Mariano avait l'occasion de mettre l'équipe à l'abri sur une action où il réussit à faire la différence individuellement, mais fait le mauvais choix en ignorant Eden Hazard qui partait tout seul au but. Il a voulu donc rentrer sur son pied droit et faire une flappe de clown. Bon, heureusement pour lui que le Real n'encaisse pas dans les derniers instants, sinon il aurait pris cher, franchement. Le Real donc s'impose par 2-1 avec un peu de difficulté à la fin, mais bon, c'est une victoire tout de même importante car elle permet à l'équipe de se remettre dans les bons rails après le match nul à domicile, 0 but partout dans la semaine contre Osasuna. On va donc passer aux prestations individuelles. Thibaut Courtois 7, il a été décisif au moment où il le fallait. Il a fait une très belle parade sur la frappe de Lucas Boé et a été très rassurant sur les quelques frappes crânes qu'il a subies. Il ne pouvait pas faire grand chose sur le but de Elche par contre. À la base, je lui donnerai 6. Il a fait une première mi-temps un peu compliquée où il a fait beaucoup d'erreurs qui auraient pu nous coûter des buts, mais il s'est tout de même repris en deuxième mi-temps. Militao 7, très bon match de sa part. Il a fait beaucoup d'interceptions dans sa zone et a été très solide. Marcelo 4,50, il a été comme toujours à la ramasse défensivement. Lucas Perez et Pastore étaient plutôt à l'aise dans son côté. Offensivement, il a très peu proposé. Heureusement qu'il sort à l'heure de jeu. Vazquez 5, pas trop vu non plus. Il a fait un match très discret. À noter aussi que plusieurs attaques sont venues de son côté par le biais de Fidel. Casemiro, lui par contre, je lui donne 4 pour une raison assez particulière car il n'a pas fait un mauvais match, loin de là. Défensivement, il a été très solide. Offensivement, il s'est beaucoup proposé en box-to-box pour gêner le bloc de Elche dans les phases offensives, sans parler de sa pré-assist sur le but de Vinicius qui est tout simplement magnifique. Par contre, je lui en veux sur la dernière action du match. Pour moi, c'est l'erreur de trop si on accumule toutes les erreurs qu'il a eu à faire depuis le début de la saison. Et là, il nous a mis dans une situation compliquée à la fin du match, chose que je n'ai pas aimé du tout. Kroos 7,50, match de patron pour l'Allemand. Il a fait des régalades sur les sorties de balles et les passes dans les intervalles à l'image du deuxième but. Seul point noir, sa petite erreur d'appréciation sur le but de Elche, mais à part ça, il a été impeccable. Modric 7, beau match de sa part. Il a été très haut dans les attaques placées et a beaucoup pesé dans l'animation offensive, même si ce n'était pas aussi flamboyant que ça. Rodrigo ne pourra pas être noté car il n'a pas duré sur la pelouse, ce qui est tout de même dommage car il était très intéressant en début de match. Asensio 5, match neutre encore une fois de sa part. Il a fait quelques
actions intéressantes, mais c'est un peu insuffisant pour un ailier. Et je pense que ce que je disais se confirme de plus en plus. Asensio n'est pas un ailier. Son meilleur poste, c'est en milieu offensif. Mariano 5,50, il aurait dû avoir une note beaucoup plus honorable vu son match, surtout en première mi-temps où il a été très intéressant. Mais bon, il a voulu un peu faire l'idiot sur la dernière action du match car il aurait pu terminer avec 2 passes D et mettre le Real totalement à l'abri. Vinicius Junior, 8 hommes du match à nouveau. On l'a pas vu faire beaucoup de différences individuelles, certes sur son côté, mais il a été là quand il le fallait. Il a été décisif à 2 reprises et c'est ce qui lui manquait durant ses premières années au Real. On sait que de tels joueurs sont trop forts en 1 contre 1, mais ce ne sera pas tout le temps qu'ils feront des différences individuelles. Du coup, il faut compenser cela avec de l'efficacité et c'est ce qui fait la marque des grands. Et là, on voit maintenant que Vini a retrouvé ce qui lui manquait car il y a 6 mois avant, il aurait fait le même match en ratant ses 2 buts et aurait fini le match avec une mauvaise note. Du coup, cela fait un bien fou au Real qui a trouvé un deuxième joueur sur qui compter offensivement quand Karim Benzema n'est pas dedans ou sera absent. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour les supporters de Madrid. Pour les autres remplaçants, ils ont été pour la plupart neutres, voire même un peu moins bons, comme Mendy, mais dans l'ensemble, on peut dire que c'était assez correct. Par contre, pour Hazard, je pense qu'il devrait profiter de ces quelques minutes qu'il aura pour convaincre le coach et les supporters aussi, et pour nous montrer qu'il pourrait être important pour le Real cette saison. Malheureusement, force est de constater que ses entrées en jeu ne sont pas aussi convaincantes que cela, ce qui nous laisse très perplexe sur son avenir au Real car il a tout de même coûté 100 millions d'euros et donc on attend beaucoup plus de lui. À propos du coach, j'avoue qu'il a été un peu sauvé par la physionomie du match car déjà il faut savoir que le Real était dans une configuration de match optimale pour eux car ils jouaient contre un bloc haut, ce qui faisait qu'il y avait beaucoup d'espace derrière et ça permettait à nos milieux qui étaient très bons dans la relance de ressortir très vite la balle et jouer en transition rapide, ce qui a fait la différence dans ce match, sans parler du fait que Elche a joué une bonne partie de la deuxième mi-temps en infériorité numérique, ce qui nous a facilité donc le reste du match. Néanmoins, on va tout de même noter qu'on a souffert entre la fin de la première mi-temps et les débuts de la deuxième mi-temps et je pense même que si le rouge n'était pas venu aussi vite, on aurait pu se manger un but, même si Carlo a très vite réagi en faisant rentrer Carvajal et Mendy, mais on a concédé beaucoup d'occasions en deuxième mi-temps et on arrivait à peine à ressortir correctement la balle. En plus de cela, il y a toujours ce manque de créativité offensive car sur les quelques situations d'attaque passées que l'équipe devait négocier, on n'a pas trop été inspiré, même si on pourrait être un peu indulgent là-dessus car il n'y avait pas Karim Benzema qui est une pièce maîtresse dans l'animation offensive. Aussi, on pourrait s'interroger sur la gestion d'effectifs de Carlo car il y a déjà le cas Hazard où on comprend toujours pas pourquoi ce dernier joue peu, voire même très peu, même s'il a essayé de nous expliquer qu'il n'était pas au top physiquement et que les autres étaient un peu meilleurs que lui ces derniers temps. Mais pour moi, cela n'explique pas le fait qu'on sent qu'il est en train d'être placardisé. Il faut le dire, car pour moi, Hazard aurait pu jouer beaucoup plus de minutes dans ce match, surtout que le Real menait par 2-0 et qu'on était en supériorité numérique. Et là, on sent clairement qu'il est le dernier choix des attaquants de Carlo. Et ça, ce n'est pas du tout normal, car mine de rien, les matchs où il a été titulaire en début de saison, il a été très intéressant, malgré le fait qu'il défend peu. Du coup, je trouve très injuste le fait qu'il soit placardisé du jour au lendemain, surtout sachant que c'est un joueur qui a besoin d'être mis en confiance après ses débuts ratés au club. Et là, Carlo ne l'aide pas du tout. Alors certes, le joueur n'est pas exempt de tout reproche de tout ce qui lui arrive depuis qu'il est au Real, mais je trouve tout de même que Carlo exagère sur son cas et se comporte injustement avec lui. On pourrait aussi parler du cas des Canteros à l'instar de Blanco et Miguel. Là aussi, on voit que Carlo ne compte pas du tout sur eux. Miguel, lui, a complètement disparu des radars après 3 matchs où il a été limite défensivement, mais très bon offensivement. Mais là, on se rend compte que ce dernier ne sera là que pour dépanner quand Mendy et Marcelo seront blessés. Et ça, je trouve que c'est vraiment dommage car on peut dire tout ce qu'on veut. Pour moi, Miguel, dans le match d'hier, aurait été beaucoup plus intéressant que Marcelo qui a été à la rue défensivement et peu vu offensivement. Miguel aurait pas fait pire que Marcelo, ça c'est sûr. Blanco, lui, son cas est encore plus compliqué car il ne joue plus avec les réserves car il est tout le temps convoqué chez les A où il ne joue jamais non plus, alors que cela saute à l'œil nu que Casemiro n'y est pas en ce début de saison. Moi, je peux bien comprendre le fait que cela soit un risque de le faire démarrer en regista devant la défense et tout, vu que l'équipe est en quête d'équilibre défensivement en ce moment surtout, mais de là à n'avoir aucune minute, même dans un match comme celui d'hier où à un moment donné il y avait 2-0 plus supériorité numérique, là franchement je ne comprends plus rien du tout. Il y a Sergio Arribas qui lui aussi n'a jamais été convoqué en match officiel par Carlo Ancelotti, alors qu'on continue de donner encore du crédit à des joueurs comme Isco. Et même si on met ce dernier devant lui dans la hiérarchie, mais
quand il est blessé, je pense qu'un Arribas aurait pu dépanner à ce poste. Mais bon, là aussi on peut comprendre car il y a un problème de profil. Arribas est un milieu offensif, déjà qu'on a du mal à gérer le cas Asensio. Peut-être que Carlo ne le sélectionne pas par peur de le mettre dans un poste qui ne le convient pas. Le cas Lunin aussi n'est pas en reste, sans parler de celui de Jovic. En tout cas, la gestion d'effectifs de Carlo en ce moment n'est pas bon du tout et cela pourrait affecter le mental de certains, en espérant que cela va changer le plus vite possible et que tout le monde aura un temps de jeu conséquent. Après, donc, sur le plan comptable, le Real se refait une petite santé après sa contre-performance mercredi. Ils sont donc premiers, mais toujours avec le même nombre de points que Séville et la Real Sociedad qui jouent aujourd'hui, en espérant que les victoires s'enchaîneront et que l'on pourra sous peu creuser l'écart par rapport à nos concurrents. Donc c'était tout pour ce débrief, mais avant de vous quitter, j'aimerais donc dire aux fans du Barça qui me suivent et qui me suggèrent de faire des vidéos sur leur équipe que j'en ferai des vidéos sur le Barça, même si malheureusement je ne pourrai pas faire tous les matchs car j'ai déjà beaucoup de mal à faire tous les matchs du Real, mais je ferai tout de même quelques vidéos sur le Barça, notamment quand il y aura des matchs intéressants comme peut-être celui de la semaine prochaine contre le Celta ou encore les gros chocs comme ce fut le cas récemment lors du Atlético Barça. Et peut-être aussi je ferai des vidéos lors de certains matchs de Ligue des Champions, si le temps me le permet bien sûr, car ces vidéos me prennent beaucoup de temps, en espérant que vous allez me comprendre sur ce coup. C'était donc ça que je voulais vous annoncer. On reste à l'écoute pour les prochaines vidéos, mais d'ici là, passez une excellente fin de week-end et à très vite.